Au bureau, je ne sais toujours pas quoi penser de ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Pour vous replacer le contexte, quelques problèmes personnels m'ont fait prendre du retard sur mon travail. Alors ce soir-là, j'avais décidé de rester plus tard au bureau. Mon lieu de travail s'est lentement vidé jusqu'à ce que je me retrouve seule dans ce grand bâtiment. J'ai réussi à boucler plusieurs dossiers en peu de temps, et en regardant l'horloge accrochée au-dessus de ma tête, j'ai constaté qu'il me restait un peu de temps avant que mon fiancé ne vienne me chercher. Le quartier étant mal fréquenté et n'ayant rien à faire dehors, je n'ai pas eu d'autre choix que de patienter ici. Heureuse de nature, je n'étais pas enchantée à l'idée de rester seule dans un endroit, tout sauf rassurant la nuit. Mais je suis descendue rejoindre ma grande amie, la machine à café du premier étage. Au moment où j'allais entrer dans l'ascenseur, j'ai entendu un gros boum, comme si quelque chose était tombé. J'ai pris mon courage à une main, l'autre tenant le gobelet, et suis remontée voir ce qui avait causé ce boucan. Un rire nerveux m'a échappé quand j'ai compris ce qu'était la source de mon inquiétude. Les cris masculins que j'entendais me certifiaient que finalement, je n'étais pas si seule et que deux de mes collègues étaient en train de s'envoyer en l'air. Gênée, j'ai fermé la porte qu'ils avaient laissée entrouverte en détournant le regard. Ils n'ont pas eu l'air de remarquer quoi que ce soit car les bruits me confirmaient qu'ils étaient encore en pleine action. Je me suis alors rappelé que cette porte était très dure à ouvrir de l'intérieur et qu'ils allaient avoir du mal à sortir une fois leurs ébats terminés. Tant pis, ils finiraient bien par y arriver. Et ça leur apprendra à faire ça ici. Voyant qu'il était l'heure de m'en aller, j'ai pris mon manteau et je suis descendue pour attendre mon fiancé. Ce n'est qu'aujourd'hui, en arrivant au bureau, que j'ai compris ce qui s'était réellement passé. Le corps d'une de mes collègues a été retrouvé ce matin. D'après les policiers et les médecins sur place, elle aurait été frappée violemment à la tête et violée. Ils l'ont retrouvée bâillonnée et nue. Ils pensent qu'elle a tenté de s'enfuir car la porte est marquée de griffures et abîmée, comme si quelqu'un avait donné des coups dedans. Ils m'ont posé quelques questions auxquelles j'ai répondu entre deux sanglots, en omettant de mentionner ma présence la veille. Je leur ai dit que j'étais vraiment désolée pour ce qui lui était arrivé. Vous n'avez pas à être désolé. Vous savez bien que vous n'aurez rien pu faire. Fille unique. Quand j'étais petite, j'étais une vraie poule mouillée. J'avais peur de l'orage, peur des clowns, peur des aiguilles, et surtout, peur du noir. J'imaginais toujours que des monstres se tapissaient dans l'ombre une fois les lumières éteintes. C'est pour ça que lorsque j'éteignais la lumière avant d'aller me coucher, je courais comme une folle vers mon lit, afin de me réfugier sous la couette. Je pensais vraiment que ça pouvait me protéger, que c'était une bulle protectrice, un sanctuaire dans lequel aucun monstre ne pouvait pénétrer. Même si je me faisais mal aux pieds en marchant sur des Legos ou si je cassais mes jouets en courant, il fallait absolument que je rejoigne la couette le plus vite possible, après avoir appuyé sur l'interrupteur, avant que les monstres ne m'attrapent. Et cette nuit-là, je pensais que c'était ça qui m'avait sauvée quand la grande silhouette d'une créature à plusieurs bras a ouvert la fenêtre et a pénétré dans la chambre. Je pensais que c'était le fait d'avoir réussi à me mettre sous ma couette avant qu'elle puisse m'atteindre qui m'avait sauvée. Mais maintenant, je le sais. Ce qui m'a sauvée, ce n'est pas ma rapidité à atteindre mon lit. Non. Ce qui m'a sauvée, c'est le fait que mon petit frère a été plus lent que moi. Le Judas de mon immeuble. On vit vraiment une sale époque, c'est vrai. Entre la maladie, les guerres et la criminalité, le danger est maintenant omniprésent. Selon moi, ce dont la population a le plus besoin, c'est avant toute sécurité. Ce qui est triste, c'est que les gens sont devenus tellement parano qu'ils en sont arrivés au point de douter du premier kidam qui vient sonner à leur porte. Ils partent du principe que celui-ci leur veut nécessairement du mal, comme si le monde de dehors était destiné à leur causer du tort. En fait, ils ont peur de l'inconnu, de l'étranger. En réalité, rien ne répondrait mieux à tous ces mots qu'un bon judas optique. La lentille placée dans la porte permettait à l'occupant d'épier en toute discrétion celui à l'extérieur. Un simple coup d'œil suffisant à s'assurer qu'il s'agit bien d'une figure familière ou d'un livreur. En tant que concierge, ce phénomène, j'ai pu l'observer de mes propres yeux. Alors quand le syndicat de mon immeuble m'a appelé afin d'installer quelques judas, je n'ai pas hésité un instant. Après tout, ça rentrait dans mes compétences. J'ai installé un judas chez tous les habitants qui le souhaitaient. Ils étaient ravis. Mais tout n'est pas aussi simple. Les gens se méfient des inconnus, mais trop rarement de leurs proches. Alors qui aurait pu croire que le concierge, si poli, si gentil, ait pu trafiquer les judas? Il s'agit en fait de simples lunettes. Autrement dit, elles permettent de voir de l'intérieur comme de l'extérieur. Je les ai légèrement teintées, de manière à ce que ce soit indétectable. J'ai vraiment fait du bon travail. Ces gens qui craignaient tant l'inconnu pourraient être épiés depuis le couloir par les pires énergumènes de ce pays. Mais
Ce n'est pas tout. Pour les occupants que j'apprécie le moins, j'ai apporté une légère modification, imperceptible sans en avoir connaissance. Un minuscule trou traversant l'entièreté de la lunette du Judas. Un trou à peine visible, mais qui pourtant pourrait aisément faire passer une aiguille. Les Judas n'auront jamais aussi bien porté leur nom. Pile non fournie. Il y a un incident qui me préoccupe encore après toutes ces années. J'étais assez jeune quand ça s'est produit. Tout a commencé quand j'ai reçu le jeu de société Docteur Maboul pour mon anniversaire. Si vous ne connaissez pas ce jeu, le but est d'essayer de guérir soigneusement un faux patient. Si vous ne faites pas attention et que les pinces touchent les bords en métal de plaie, ça déclenche un buzzer qui indique que vous avez perdu ce tour. J'adorais tellement ce jeu que parfois, je faisais semblant d'opérer mes peluches. Ce qui m'a valu des ennuis à plusieurs reprises pour avoir utilisé un vrai couteau de cuisine. Cependant, mes parents se sont vraiment inquiétés quand je leur ai dit que je pensais que mon clown avait besoin d'une opération. Je me souviens encore de leur regard confus avant qu'ils me disent « Mais tu n'as pas de clown ?» Bien sûr que si, il est dans mon placard et il me regarde la nuit. Mes parents sont directement allés vérifier dans mon placard. Après avoir fouillé chaque centimètre du placard et du reste de ma chambre, ils ont poussé un soupir de soulagement et m'ont dit que mon imagination était si grande qu'ils m'avaient cru. J'ai insisté sur le fait que je disais la vérité, et ils ont répondu d'une façon indifférente « Bien sûr, bien sûr ». Cette nuit-là, le clown est venu me voir, comme toujours. Il a dit que c'était une bonne chose que je garde ma fenêtre ouverte, pour qu'il puisse rentrer. Habituellement, il me tenait compagnie pendant la nuit, me regardant de mon placard, buvant quelque chose qui se trouvait dans un sac en papier, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il était toujours parti quand je me réveillais le lendemain matin. Je parlais rarement avec lui, parce qu'il m'avait dit qu'il y aurait des conséquences si je ne restais pas silencieuse. Je me sentais un peu triste pour le clown, parce que je savais qu'il n'allait pas bien depuis la première fois qu'il était venu me voir, et c'était clair que son état ne s'améliorait pas. Une nuit, après que je l'ai entendu suffoquer à plusieurs reprises, je lui ai demandé s'il avait besoin de nouvelles piles. Quelque chose comme ça, petit, m'a-t-il murmuré. Où vont tes piles, monsieur Clown lui ai-je demandé. Il a ri et a tapé sur son cœur avec son index. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de piles pour mon clown. Ils se sont regardés et ont ricané. Ils m'ont dit qu'aucune de mes poupées n'avait besoin de piles. Mais monsieur Clown a besoin de nouvelles piles. Il l'a dit lui-même. Ai-je insisté. Ils se sont regardés, sachant pas comment réagir. Finalement, ma mère a été d'accord pour me donner des piles et les a placées sur ma table de nuit, m'assurant que je pourrais les donner à mon clown cette nuit. Le lendemain, ma mère est entrée dans ma chambre pour me réveiller pour le petit déjeuner. À la place, elle a crié. Mon père est entré à toute allure et a appelé la police en leur disant qu'il y avait un cadavre habillé en clown dans mon placard. Ma mère a eu le souffle coupé quand elle a quitté mon placard du regard pour finalement voir ma table de nuit. Les piles n'étaient plus là. À la place, il y avait un couteau ensanglanté et un pacemaker. La clé maudite. Avez-vous déjà détesté quelqu'un au point de ne vouloir lui faire subir rien d'autre que des souffrances inimaginables? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce rituel était utilisé sur les espions japonais à l'époque des samouraïs, et aujourd'hui encore utilisé par certaines organisations secrètes comme une forme de torture imperceptible. Votre cible sera assaillie par divers malheurs, qui peuvent aller de blessures mineures à situations mortelles, dont la victime ne peut sortir indemne. Cette technique était également utilisée par les Indiens après sa découverte sur le continent à la fin des années 1800. Lorsque vous effectuez le rituel, il est important de ne jamais parler de ce que vous avez fait à qui que ce soit. Sinon, la malédiction aura l'effet inverse. Les événements liés au rituel se produisent pour des raisons inconnues, puisqu'il a été créé à l'origine pour affecter les clés en bois typiques de l'époque. Ça aurait été modifié à la fin des années 1900 par les organisations secrètes susmentionnées dans le but de pouvoir affecter les clés en métal. Pour commencer, vous aurez besoin d'une clé appartenant à la victime. Vous devez vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une clé importante, car elle manque facilement à la propriétaire. Vous aurez peut-être du mal à vous approcher du trousseau de la personne visée, mais après l'avoir acquis, vous aurez besoin des éléments suivants. Des cendres provenant d'un arbre, d'une bûche ou de bâtons brûlés pour capturer un esprit. Un récipient en argent pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas après sa capture. Un couteau ou autre objet tranchant pour le mettre en colère en le poignardant lorsqu'il sera captif. Du riz, afin de s'assurer que l'esprit capturé puisse devenir plus puissant.
et faire plus de mal à sa future victime. Un stylo et une feuille de papier pour s'assurer qu'il frappe la bonne cible. Du sel à verser par précaution autour du récipient en argent. Ainsi, si l'esprit traverse à la fois la cendre et le récipient en argent, vous aurez suffisamment de temps pour terminer le rituel, même si ce dernier est très puissant. De l'eau pour poser le récipient. Vous pouvez le mettre dans un évier ou une autre source d'eau, du moment que vous avez la possibilité de le récupérer rapidement. Si vous disposez des éléments mentionnés ci-dessus, suivez ces étapes pour commencer le rituel. Petit 1, versez la cendre dans votre récipient en argent et commencez à verser le sel autour de celui-ci. Ce sont vos 3 murs de titane, afin de bloquer l'esprit qui tentera certainement de vous attaquer. Petit 2, ensuite, placez lentement la clé à l'intérieur de la cendre. Petit 3, dites la phrase « J'ai une friandise pour toi » 15 fois. Petit 4, après 5 minutes, prenez votre couteau ou l'objet pointu que vous avez choisi et poignardez 8 fois la cendre qui est maintenant devenue le corps de l'esprit. Ça va le mettre en colère et le rendre plus fort. Petit 5, versez ensuite le riz dans le récipient en argent. Ça renforcera les effets de la malédiction. Petit 6, une fois que vous aurez versé le riz, si jamais l'esprit a pu échapper à vos 2 premières barrières, il reviendra à l'intérieur du récipient. Petit 7, écrivez le nom de votre cible sur le morceau de papier et déposez-le dans le récipient en argent. Petit 8, allez à votre source d'eau et laissez le récipient tremper dedans pendant 30 minutes, afin de donner à l'esprit le temps de faire de la clé sa nouvelle habitation. Petit 9, une fois ces 30 minutes écoulées, vous devez sortir lentement la clé du récipient et la remettre là où vous l'avez trouvée. Avertissement tout de même, si la cible meurt, l'esprit viendra vous chercher. Protégez toutes les ouvertures de votre maison avec du sel. Sinon, vous risquez de voir cette même clé apparaître dans votre maison. Et vous mourrez. Requête à Monsieur le maire. Mail relié par Jacques Dutris, Mélanie Artaud et Michel Gousset. Expéditeur Francine Migaud. Date 22 février 2016. Objet maison abandonnée. Monsieur le maire, pardonnez-moi de vous déranger encore. Je vous avais déjà demandé par mail de fouiller, voire de détruire la vieille maison qui se trouve au fond de la forêt, sous les prés de Monsieur Jacques, si ma mémoire est bonne. Je réponds maintenant à vos interrogations sur cette requête. Il y a quelques jours, je suis partie en randonnée dans la vallée. Bonne marcheuse, j'avais pris mon pactage et ma tente avec moi, dans l'idée de camper quelque part pour la nuit. C'est ainsi que j'ai retrouvé, perdue au milieu de la nuit, noire et froide, cette vieille maison, à moitié en ruine. Cela faisait des décennies qu'elle avait été laissée à l'abandon. Le monde l'avait oubliée et moi avec. J'y suis entrée et j'ai arpenté les vieilles pièces poussiéreuses. Certains murs, couverts de lierre, tombaient en ruine et les tuiles du toit commençaient à se clairsemer, laissant entrer les moustiques et la lueur de la lune. Néanmoins, la barque restait en bon état relatif. Épuisée par ma longue marche, je décidai d'y passer la nuit. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'entrant dans une chambre, je vis que le lit était fait. Les draps étaient bel et bien blancs, propres et repassés. L'oreiller, impeccable. Quelqu'un avait élu domicile dans la vieille maison. Surprise par cette idée, je hélai quelqu'un, à l'aveuglette. Personne ne répondit bien sûr. Je n'avais par ailleurs remarqué nulle trace d'habitation, de présence, ni même de passage. Épuisée, je finis par envoyer tout cela au diable, et par me glisser entre les draps. Si quelqu'un vivait ici, il pardonnerait bien l'intrusion d'une randonneuse fatiguée. Au cours de la nuit, dans ce lit maudit, avant que je ne m'endorme, je reçus la surprenante visite de plusieurs animaux. À moitié ensommeillés, je pensais qu'ils avaient élu domicile dans cette maison. Ou bien qu'ils appartenaient à la personne qui vivait là. Logique, n'est-ce pas? La gentille truffe d'un chien renifla mon visage. Un autre petit chien grimpa sur les couvertures. 2 ou 3 chats, il faisait si sombre que je n'en étais pas certaine, vinrent miauler près du lit et finirent par se blottir doucement contre moi, par se frotter dans mon cou et se glisser sous mes draps. Vous savez, j'adore les animaux, monsieur le maire. Alors, enchantée d'un accueil aussi sympathique, je m'endormis le sourire aux lèvres. Je vous demanderai de garder la suite pour vous. Vous pouvez rire devant l'absurdité de ce qui va suivre, monsieur le maire, mais je vous prie de croire qu'une chose pareille peut aisément rendre une personne folle alliée. Le lendemain, à la lumière crue du soleil, je découvris ce qui s'était blotti contre moi la nuit durant. Et ce n'était pas un chat, c'était une marionnette. Elle était cousue dans la peau d'un chat mort. Je me redressai,
D'autres marionnettes aux yeux vides jonchaient le lit. 2 chats et 2 chiens, monsieur le maire, et pas un de vivant. Espérant vous avoir convaincu, vous suppliant d'engager les démarches aboutissant à la fouille et à la démolition de la maison, et vous priant d'agréer mes sincères salutations, Francine Migaud.